Salut à tous, bienvenue dans le Before du British Open, les favoris, l'histoire, le parcours, vous allez tout savoir, c'est le Before. Et avec moi pour animer cette émission, Arnaud Thious de Journal du Golf. Salut Arnaud. Salut JP. Et Guillaume Dufy de l'équipe. Bonjour. Comment ça va? Hyper bien. Bon alors c'est le 4e majeur déjà, on va dire déjà c'est le dernier majeur de l'année. Ouais, ça passe vite. Hein. On s'est régalé avec le Master de Jon Rahm, l'USPGA avec la victoire de Brooks Koepka et l'US Open, la victoire de Wyndham Clark. Là le British Open, un British à côté près de la maison finalement. Bah, le seul à nos horaires en plus. Mais c'est à part. Donc on peut se faire du, si on a le temps, on peut se faire du 7h du matin à 21h. Mais on va avoir le temps et on va trouver le temps, Arnaud. Évidemment qu'on va trouver le temps. Un peu plus compliqué, mais non, mais c'est notre majeur à nous, c'est celui qui est le plus proche de nous et on l'adore. Non, mais ce que tu as dit, c'est que ça passe vite et effectivement, ça passe hyper vite. La saison est, je vais pas dire terminée, mais elle est quasi terminée. Il y a ça et puis ensuite il y a la Ryder en septembre, fin septembre, octobre, je crois. Ouais, depuis le nouveau calendrier. Et c'est vrai que ça, il y avait une coupure quand même entre et ça le passe Masters et l'US Open. Et ça passe trop vite. Il va falloir qu'on réfléchisse à ajouter un 5e, un 6e, un 7e majeur. Il faudra inventer un nouveau circuit, un truc comme ça. Oui, voilà, mais voilà. Bah, lançons-le, Arnaud. Alors messieurs, on a eu la chance tous d'aller au British Open, de couvrir ces tournois. On est tous d'accord pour dire que c'est un endroit qui, à chaque fois, ça respire le golf, ça transpire quelque chose de plus que sur un US Open ou même un USPGA. Le Master, c'est différent. Voilà, ouais, non, mais c'est un peu... Le Master, ça part. C'est notre Master. Il y a une atmosphère incomparable, comme il y a une atmosphère incomparable au Master. C'est fabuleux. De toute façon, le golf a été inventé sur les links, en Écosse. C'est là-bas qu'il est joué depuis des siècles. C'est le plus vieux tournoi du monde, 1860. Et chaque année, c'est la fête du golf européen, voire mondial. Il se bat vraiment avec le Masters pour le plus grand tournoi du monde. Ouais, il y a gros match à chaque fois, selon qu'on est européen ou américain. On peut dire que le Masters c'est la tradition et le British c'est vraiment l'histoire du jeu, l'histoire du golf. Histoire et tradition aussi. Et puis comme tu l'as dit fort justement, il y a ce tournoi qui se joue sur les links. On est tous golfeurs et moi, je rêverais de pouvoir jouer toutes les semaines sur des links, avec l'herbe grillée quand il fait très très chaud, avec le vent. On est capable de jouer un sandwich sur un par 3 de 200 mètres et le lendemain, il faut prendre le driver. Voilà, je trouve ça hyper beau. Et puis les Anglais ont une telle passion pour ce sport, quelle que soit la catégorie sociale professionnelle. Moi, je me souviens d'être allé en Angleterre pour des matchs de rugby et de foot, d'arriver, de grimper dans un taxi, d'ouvrir le coffre et un sac de golf dans le coffre du chauffeur de taxi. Bah non, évidemment, enfin voilà, c'est la culture. Ça sent le sport, ça pue le golf à plein nez partout. Il y a une vraie religion golfique en Angleterre et c'est pour ça qu'on aime The Open. Et en Écosse. Allez, je vous propose tout de suite d'écouter. On a posé justement la question à Raphaël Jacquelin et Grégory Avray. Pourquoi ils aiment tant le British Open? C'est 4 majeurs et c'est un British à part puisqu'il n'est pas aux États-Unis. Les autres sont super à jouer aussi. Il me manque juste Augusta dans mon cas. Mais le British, oui, encore une fois, pour un Européen, c'est ce qu'il y a de mieux et il y a une ambiance de dingue. Les majeurs sont exceptionnels. C'est vrai que le British a ce côté peut-être histoire un peu plus développé que les autres, probablement par son grand âge. C'est vrai que c'est peut-être ça doit être le plus vieux tournoi du monde. Est-ce que le public est connaisseur? Donc le public est vraiment présent parce qu'il y a entre 40 et 60 000 personnes, quoi qu'il arrive, par jour. Et le fait qu'ils soient en rotation comme ça sur des parcours assez exceptionnels où chacun a vraiment son histoire. On sait cette semaine on sait pour le coup que ça revient à Liverpool. C'est un British que Tiger a gagné après que son père soit décédé. Ça a été très marqué à ce moment-là et c'est vrai que d'y revenir, ça vous rappelle à chaque fois quelque chose. C'est vraiment au niveau de l'histoire, c'est très chargé.
Et c'est un jeu complètement différent qu'on a assez peu l'habitude de jouer, très links évidemment, hein. On joue sur des links, on espère qu'il y a du vent, on espère qu'il ne va pas faire beau parce qu'on a envie de voir un golf différent. Très bon souvenir en 2008, j'avais terminé dans je crois 18 ou 19e, donc j'avais fait +1 le dernier jour, j'avais remonté de 20 places. Et ça c'est assez rare dans un tournoi, en général quand on fait +1, on fait ses valises, on regarde même pas le leaderboard et on rentre dépité. Non, là j'avais gagné 20 places, c'est un tournoi qui avait été brutal. Je me souviens d'un premier tour où Jean-Baptiste Gonnet avait joué le matin, il avait fait +3 et on l'a regardé rentrer dans la Players Lounge et pour moi c'était un dieu quoi. +3, je pensais pas que c'était possible. C'était une tempête, c'était la pluie à l'horizontale, le froid. Et puis au British, pas de pitié, hein, ils mettent tous les départs au fond, les drapeaux sont dans les coins, mauvais temps, beau temps, peu importe, c'est pas leur problème. Et ça aussi c'est une bonne chose. Parfois nous on se plaint, on chouine un peu sur 2-3 positions de drapeau un peu compliquées ou un départ qui est un peu trop loin. Mais ça en majeur, vous n'avez pas intérêt à chouiner parce que tout le monde s'en tape. Pour un golfeur en Europe, je dirais que c'est un objectif à avoir. Voilà, Grégory Avray et Raphaël Jacquelin, et on est d'accord, hein, la magie de ce British Open, la magie des links, c'est aussi la météo. On veut voir une, on va dire... Et ça s'annonce bien cette semaine. On veut voir la tempête, on veut voir de la pluie, on veut voir du vent. Les meilleurs joueurs du monde maintenant, ils massacrent les parcours. C'est de plus en plus dur de préparer un parcours contre les meilleurs joueurs du monde. Et la meilleure façon de les combattre, c'est la météo. Et pour ça l'Écosse. Ça fait quelques années que malheureusement, ils s'en sont bien tirés. Et donc, c'était un peu moins bien. Et là, cette semaine, ça s'annonce un peu plus costaud. Donc, on devrait bien se régaler. La météo sera variable. Ouais. Très variable. Un peu de vent, un peu de pluie, non, ça pourrait être sympa. Et justement, cette semaine, c'est du côté de Liverpool que se passe le British Open. Hein, et Grégory Avray le dit justement, hein, c'est ici cette connexion avec l'histoire et de grands duels. Hein, évidemment, on pense notamment à Stenson et Mickelson en 2016, mais aussi à Nicklaus et Watson en 1977 à Thornbury. C'est ça aussi le British Open, c'est l'histoire du golf. Encore une fois, c'est le plus vieux tournoi, 1860. Donc, l'année dernière, c'était le 150e. Ils avaient retracé, moi j'ai pas tout fait, mais j'avais fait quasiment les 50 premières années. Mais dès 1860, il y a des histoires de dingue. De toute façon, en plus, à chaque fois avec la météo, il y a des retours de l'arrière, comme nulle part ailleurs. Enfin, quand Van de Velde malheureusement perd, Laurie il part à 10 coups, je crois, le matin. C'est ce que dit Greg Avray, il fait +1 et il gagne 20 places. Il dit d'habitude, quand on fait +1, on rentre chez soi dégoûté. Voilà, c'est ça aussi. C'est aussi pour ça qu'il y a des histoires monumentales. C'est que c'est des parcours et des météos qui font que la légende s'écrit parce que rien n'est jamais écrit. On sait à ce jeu, rien n'est jamais écrit, mais particulièrement là-bas, tout peut se passer. Jean Van de Velde s'en souvient très bien. Moi, j'ai eu la chance d'en couvrir un, c'était à Birkdale. Alors, je me souviens plus de l'année, peut-être 2017, quand Spieth gagne, avec un dernier jour assez incroyable. Il met près d'une demi-heure à taper son deuxième coup et Kuchar, qui partage la dernière partie avec lui, est en train à poser sa serviette sur le fairway, est en train de s'étirer ou de s'asseoir et d'attendre que Spieth et les arbitres trouvent une solution pour qu'il puisse jouer son deuxième coup entre les fameux gros camions des marques de golf. Donc effectivement, il y a des choses hallucinantes à chaque fois. Il y a l'ambiance, il y a la bière qui coule à flot, il y a la... Moins qu'aux États-Unis, en tout cas, ils se tiennent mieux. Ouais, ils se tiennent mieux, mais ils savent, peut-être qu'ils savent mieux boire. Non, mais ils savent mieux boire que les Américains, je pense. Non, franchement, il y a l'histoire est là, on la sent. Alors, pas peut-être autant qu'au Masters, mais quand on débarque sur ces links, différemment, on sent qu'il y a quelque chose à chaque fois, quoi. Mais parce que le Masters, ça se passe toujours au même endroit, c'est ça aussi qui fait le... Mais peut-être aussi que The Open se passe toujours un peu au même endroit, ça tourne, on connaît déjà... Il y a 8 parcours qui... Ce sont toujours les mêmes, il y a quelque chose, on attend toujours avec impatience le retour à Saint-Andrews ou à Carnoustie. Voilà, il y a une impatience, je trouve que The Open offre cette impatience. C'est assez génial. Et justement, cette année, c'est à Liverpool. Hein. La dernière fois, c'était en 2014. Mais Arnaud, toi, tu as eu la chance d'être en 2006, justement, quand Tiger Woods avait gagné. Et Grégory Avray le dit, hein, juste après le décès de son père, ça devait être énorme de voir Tiger Woods. Tu as des souvenirs précis ou... Je l'ai vu taper 2 coups, parce que c'était pas facile de s'approcher On imagine, ouais. de Tiger. 2 coups de fer, évidemment, parce qu'il avait fait ça quasiment... toute la semaine, non, je me souviens que c'était particulièrement jaune. Et ouais, puis cette ambiance assez incroyable. Je m'étais posé dans une tribune. Vous pouvez vous poser n'importe quelle tribune. Ouais, il y a que des connaisseurs et voilà. Et vous apprenez le golf en même temps qu'eux. Enfin, grâce à eux, parce que voilà, ils savent quel coup est bon, quel coup est moyen. Enfin,
c'est absolument voilà, et ça arrive nulle part ailleurs. Il n'y a pas un endroit au monde où on connaisse aussi bien le golf que sur les British Open, que ce soit en Écosse ou en Angleterre. Et justement, la transition est toute trouvée. Grégory Avray va nous parler justement de ce parcours, de ces spectateurs très connaisseurs du golf sur un British Open. Extrêmement connaisseur. Autant aux États-Unis, on peut varier avec l'US Open, on peut jouer un coup en Californie, un coup à New York, et on va avoir des publics vraiment différents selon l'endroit où on va. On peut avoir des publics un peu réservés, des publics au contraire qui donnent beaucoup de voix très tôt, des publics qui s'alcoolisent beaucoup et qui commentent chaque partie, chaque joueur, qui les challenge, qui les charrie. C'est pas facile. Le public british, c'est pas du tout ça. Le public british, c'est beaucoup de respect, une énorme connaissance du golf. Parfois, on va mettre un coup de fer 8 compliqué dans le vent à 8-9 mètres. C'est un public qui va savoir apprécier ce genre de coup, là où 4 tournois sur 5, on nous applaudit à peine. Pourtant, on en est assez fiers, on se dit qu'on est content et qu'on s'enlève une belle épine du pied. Ça, dans les îles britanniques, ils ont ce sens et à juste valeur, très souvent, ils applaudissent des coups qui, comme ça, d'extérieur, parfois, on pourrait avoir l'impression de ne pas le mériter. Donc ça, c'est vraiment un public de grands connaisseurs que moi j'apprécie énormément. Jouer en Angleterre, c'est pour ça quelque chose d'assez riche. Ouais. Donc on l'a dit, hein, messieurs, ces spectateurs très connaisseurs, plus connaisseurs que les Américains, un peu plus bourrins on va dire, qui vont être encore une nouvelle fois nombreux sur ce parcours de la Lake. tribune du 18 qui est quel bonheur. Qui est magnifique. Avec ce leaderboard jaune. Mais vous y rentrez mais en début de semaine, mais il n'y a personne. Enfin, c'est déjà... Enfin, c'est une cathédrale, quoi. Je suis pas un fan des églises, mais là, vous rentrez, c'est une cathédrale. Ouais, puis la même couleur, la même couleur à chaque fois de cette tribune, ça se fond parfaitement avec les décors du parcours. Alors là, je pense que j'ai vu quelques images. Les fairways sont assez jaunes. Ouais, il est un peu plus quand même. Un petit peu, mais pas suffisamment à mon avis pour rendre enfin, un peu plus fair les fairways. Mais voilà, je conseille aux téléspectateurs qui nous regardent, aux nombreux, si un jour ils ont l'occasion d'y aller sur The Open, il faut y aller. Ils vont en prendre plein les yeux pendant une semaine. Alors, est-ce que vous avez vu un peu le parcours de cette année, messieurs? Un parcours qui a changé, hein, qui va se jouer en par 71 cette année. Il y a des trous qui ont été allongés, raccourcis, notamment ce trou numéro 17 qui lui a complètement changé. Il a changé de sens. Au début, le green était... C'est une des premières fois de l'histoire que exactement. Ouais. Changer un sens de trou, c'est quand même... Enfin, ouais, faut vraiment être débris pour savoir faire ça. Si, il y a peut-être Augusta aussi qui peut. Ouais, le green. Ouais, mais bon, Augusta, ils vont pas y toucher. Le green se retrouve maintenant côté mer, finalement, pour rendre, il le disait, une côté dramaturgie en plus sur ce retour de Hoylake pour donner un peu plus de piment. La presse anglaise a interrogé un vieux. Pour changer de sens aussi. Ouais, pour changer de sens, mais pour donner du piment aussi. Pour changer de sens aussi par rapport aux autres trous. Voilà, et pour avoir un trou avec le vent, contre le vent, avec le vent, voilà, c'est ça aussi qui est génial dans un British. Et ils jouent un trou vent avec, donc ils doivent faire birdie, puis après le trou d'après, ils doivent se battre pour faire le par, et puis de nouveau, c'est ça qui est fabuleux, c'est les changements de sens. Ce n'est pas si facile de jouer vent avec aussi. Non, mais enfin, peut-être pour vous, qui êtes un chiffre. Vous ne cessez d'ailleurs de le dire, Arnaud, que je suis un chiffre, oui, je suis un chiffre. Non, je le dis jamais. Et je joue des proverbes. C'est quand même plus facile que vent contre. La presse anglaise qui couvre finalement The Open bien plus que nous, la presse française, même si nous on y est, hein, le journal du golf et l'équipe a interrogé un vieux caddie qui a dit que ça va être, s'il y a un peu de vent, ce trou 17 va être infernal à jouer, voire impossible à jouer. Oui, justement, c'est un trou, petit trou, hein, seulement une centaine de mètres, mais il peut y arriver des grosses catastrophes. Ça peut rentrer dans la lignée de ce petit par 3 de légende, comme évidemment celui de Pebble Beach, celui de Troon. Que j'ai eu la chance de jouer cette année. Alors, vous avez touché le green ou pas? J'ai touché le green et vous êtes bien content de le toucher le green parce que je peux vous dire que si vous n'êtes pas dessus... je sais pas comment vous faites. C'est toucher le green et faire 3 putts après, Arnaud, ça sert. J'ai fait le bravo, monsieur Dufy. Mais est-ce que c'est pas finalement ça Je me demande même si j'ai pas fait birdie. Ah oui. Je me demande même si j'ai pas fait birdie. L'essence du golf, c'est finalement ces petits par 3. C'est vrai que nous, amateurs, quand on voit des par 3 qui font plus de 200 mètres. C'est pas l'essence du golf. Non, pas l'essence, mais en tout cas, ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'un par 3 de 200 mètres, tout le monde le dit, mais même les pros, je comprends pas. Enfin, c'est à l'US Open, je crois qu'ils ont battu le record des par 3. À 230 mètres, on ne voit pas l'intérêt de faire un long par 3. Honnêtement, c'est un par 3, ça devrait faire entre 80 et 180 mètres éventuellement le plus long. Et puis, faites un petit green bien défendu et ça suffit largement. On voit pas pourquoi. C'est pas la distance qui fait un par 3, en tout cas, ça ne devrait pas.
Ouais, en tout cas, le jeu de golf, évidemment, est complètement différent sur ces parcours de British Open, type links. Et justement, Grégory Avray va nous donner quelques clés pour comment bien jouer ces parcours. Il faut être très créatif, il faut savoir faire rouler la balle, il faut savoir s'appuyer sur des buts, il faut savoir s'appuyer sur des côtés, il faut savoir louper certains bunkers qui sont des tombes. Il faut savoir prendre des côtés de green où la balle va revenir, il faut savoir accepter un bon bogey de temps en temps parce que lorsqu'on dévisse au départ, on est en général dans des situations très compliquées. On peut avoir des lie flyers, on peut avoir des lies où on ne va pas avancer de plus de 10 ou 15 mètres. Il faut être très créatif, très inventif, il faut vraiment adapter son jeu à la situation, contrairement d'habitude où on va plutôt imposer sa manière de jouer au golf sur des parcours à l'américaine. On va plutôt imposer son style avec peut-être des balles hautes, peut-être des balles qui ont plus de spin. Là non, il faut respecter le parcours, sinon on passe une mauvaise semaine. Voilà, et messieurs, moi j'aime cette phrase de Grégory Avray qui dit « Il faut adapter son jeu et non pas imposer son jeu sur ces parcours links ». Et c'est totalement ça les British. De toute façon, c'est pour ça que ce jeu-là est fabuleux, particulièrement sur links. C'est que vous regardez votre balle, vous regardez le coup que vous avez à jouer, et vent avec, vent contre, il y a du rough, il n'y a pas de rough, c'est plat, il y a les bunkers. Voilà, faut vous adapter. Un petit peu de chance aussi au niveau des kicks. Et... Bien sûr, mais il faut vous mais adapter c'est souvent le meilleur qui gagne, et techniquement, quoi. Il faut un peu de chance, évidemment, comme sur chaque parcours, mais c'est souvent le meilleur qui gagne. Après, là, sur le Scottish Genesis qui vient de se terminer, on a vu plein de joueurs, de très grands joueurs, qui sont plutôt adroits avec un driver dans les mains, utiliser la plupart du temps un long fer, comme j'ai vu Fowler le faire, même McIlroy l'a fait. Donc voilà, il s'adapte vraiment au parcours. Il faut être humble sur n'importe quel parcours, mais là encore plus, j'ai l'impression. Et intelligent, et encore une fois, je l'ai dit aussi dans le podcast de Swing, faut accepter tout ce qui vous arrive encore plus parce que il y a des rebonds, plus qu'ailleurs sur un links parce qu'on joue beaucoup plus roulé. Et ben de temps en temps, les rebonds ils vont sous favorables. C'est pour ça que c'est le meilleur qui s'impose parce que c'est le meilleur aussi mentalement. C'est une épreuve mentalement. Il faut accepter les bogeys. Il faut accepter les bogeys, il faut accepter les coups du sort. De temps en temps, vous tapez un super coup dans le vent. Il y a un mauvais kick, vous retrouvez dans le bunker quasiment injouable. Ben, faut accepter d'avoir perdu un coup là-dessus et repartir derrière. Et il y en a des bunkers injouables. Il y en a des bunkers injouables. Les bunkers de fairway, ce sont pas des bunkers dans lesquels on peut jouer et espérer attaquer constamment le green. Oui. Il y a des murs bien verticaux et vous pouvez mettre 2 ou 3 coups à en sortir, même quand vous êtes à un chiffre. En tout cas, ça s'annonce. En tout cas, ça s'annonce passionnant et c'est mine de rien, c'est ça qu'on aime, c'est voir des joueurs. Créer du jeu, créer quelque chose, trouver un bout de green, même dans des situations incroyables. C'est aussi ça la magie du British. Et peut-être en dehors du green, comme Cameron Smith l'année dernière au 17, où il se retrouve derrière le bunker et il sort ce coup que personne n'avait vu venir et quasiment personne n'y avait pensé. Et il a osé et il fait 2 putts de là et il gagne le British derrière. Bravo. Sur cette adaptabilité, on a tous regardé, enfin moi personnellement j'ai regardé la fin du Scottish ce week-end avec un 18e trou exceptionnel joué à merveille par McIntyre qui fait birdie et qui espère remporter et derrière avec un coup de bois fabuleux. Un coup de bois d'hybride je crois fabuleux qui tombe à 2 mètres, il rentre le putt, il pense gagner et puis derrière il y a le génie de McIlroy qui lui réfléchit longtemps alors que c'est un type qui joue plutôt vite. Qu'est-ce que je prends comme fer? Il dit coup de fer 2, normalement il fait 260 yards et là il en a fait 200 face au vent. Face au vent et facile et c'est magique et il gagne. Facile, il dit c'est un des meilleurs, probablement mon meilleur coup de l'année et de ma carrière. Un des meilleurs coups de ma carrière. Bon, c'est fantastique et ce sont des types qui ont vraiment réfléchi, qui ont pas sorti. Et encore une fois, c'est dans le vent et le vent vous demande un coup de golf parfaitement exécuté. Vous pouvez pas jouer un coup moyen dans le vent, il faut jouer un coup parfait. Et il vous use le vent. Il est très fatigant, usant et il peut complètement perturber votre swing. Allez messieurs, avant de parler justement des favoris et des Français, Guillaume Biojo va justement nous donner quelques conseils pour jouer dans le vent. Le British Open arrive à grands pas et en général pendant ce tournoi il y a toujours beaucoup de vent. Pour maîtriser sa balle dans le vent, il y a quelques éléments hyper importants pour la garder basse mais néanmoins qu'elle soit puissante. Je vous explique ça immédiatement. 2 éléments hyper importants pour réussir à faire cette balle puissante et basse. Un élément en position statique et un élément dans le mouvement. En position statique, super simple. Vous allez vous positionner comme pour un coup classique. Et la seule différence, c'est que vous allez positionner votre sternum très légèrement devant la balle. C'est l'élément numéro 1. Et l'élément numéro 2, pendant le mouvement, ça va être d'avoir un finish beaucoup plus court avec des mains qui vont être vraiment devant. Vous allez essayer que vos mains soient devant la tête de club. Ces 2 éléments vont permettre à votre club d'être plus fermé à l'impact et donc d'avoir une trajectoire plus basse.
Avec ces deux éléments, vous allez réussir à avoir une trajectoire super basse, beaucoup plus longue, qui va rouler énormément et qui vous permettra, quand vous avez du vent, de contrôler votre trajectoire comme les meilleurs joueurs du monde très bientôt à Old Lake pour le British Open. La semaine prochaine à l'Open britannique, les joueurs vont avoir un rough extrêmement dense autour des greens. Et quand la balle est dans un rough dense, il faut mettre de la vitesse pour pouvoir expulser cette balle du rough. Mais en même temps, les greens vont être super fermes, très rapides et il ne faut pas que la balle aille trop loin. Donc en gros, il faut que le club aille vite, mais que la balle n'aille pas vite. Pour ce faire, très simple. Ce qu'il faut faire et ce que vous devez faire si vous êtes dans cette même situation, c'est ouvrir votre face de club au départ de manière importante. Vous tournez la face, vous mettez le manche assez bas, ça permet à la face de club d'être très ouverte. Et la deuxième chose, pendant le swing, de chercher à garder cette face de club ouverte en vérifiant à la fin du mouvement que cette face de club pointe vers vous et presque vers le ciel. Jamais une face de club qui pointe à gauche de vous ou vers le sol. Ça signifierait que cette face de club se referme et la balle irait beaucoup trop loin. Donc là, la balle est vraiment enfoncée, il va falloir que je mette de la vitesse, donc je vais mettre de la vitesse, mais je vais garder cette phase de club ouverte. Ouah, parfaite. Avec cette solution, je vous garantis que si vous êtes dans cette situation, un rough très dense autour des greens, vous réussirez à vous en sortir sans aucune difficulté. Voilà, est-ce que vous allez utiliser ces conseils de Guillaume Biojo dès ce week-end, trouver un parcours un peu venteux et Il va falloir trouver du vent. ouais, il va falloir trouver du vent. Mais très franchement, c'est une petite parenthèse, mais je trouve que depuis quelques semaines sur Paris, quelques mois sur Paris, quand on joue, il y a toujours du vent. Et je me fais la réflexion, donc je vais essayer de suivre. Les conseils de Guillaume. Bah oui, le grand Guillaume. Ouais. Allez, on va parler tout de suite des favoris. On va commencer forcément avec Rory McIlroy qui vient de gagner le Scottish. Est-ce que c'est pas une victoire trop tôt? Est-ce que c'est Il pas n'aurait trop pas tôt, dû oui, gagner Scottish. J'aurais dû lui dire. Enfin voilà, je c'est pense sûr, que faire c'est sûr. un back-to-back, je pense que psychologiquement et physiquement c'est important. Il courait après cette victoire depuis 6 mois. On sait très bien qu'il s'est embarqué dans une lutte assez incroyable contre le livre. Il portait le drapeau des opposants au livre. Je pense qu'il a dépensé beaucoup d'énergie. Trop d'énergie. Trop d'énergie. Il rate le cut d'ailleurs à Augusta. Ouais, je pense qu'il a mis cette lutte de côté. Il est redevenu un joueur de golf. Il joue très bien. On a vu son émotion à la fin du Scottish. Il a annulé sa conférence de presse cette semaine. Ça, c'est un signe aussi. Ça, Il ne va pas être embêté. Ouais. Ah non, voilà. Donc, bonne idée. moi, je pense qu'il va avoir du mal. Mais il joue admirablement bien. Il putt admirablement bien. Après, il y a, je sais pas dans quelle ordre vous vouliez le faire, mais il y a Cameron Smith qui a dit qu'il voulait garder la coupe. Ils veulent tous, Bah, ils veulent forcément, tous oui, la mais garder. Non, mais. Cameron Smith qui vient de gagner sur le livre il y a pas longtemps. Que vous soyez tenant du titre, que vous gagnez la semaine d'avant. 4 millions de dollars. De toute façon, c'est encore le coach de Road 5, je crois, dans un excellent papier à venir de Romain Lefebvre sur Road 5, qui dit, et c'est ce qu'avait dit aussi notre ami Mike Lorenzo Vera, on sait jamais en golf si on va bien jouer ou pas. Donc voilà, l'histoire, elle va s'écrire. Et McIlroy, il peut gagner comme en 2014. Moi, je suis pas d'accord. Oui, il y a des gens qui se détachent. Moi, je suis pas d'accord. Par exemple, Scotty Scheffler joue toujours très bien au golf. Ouais, d'accord. Mais enfin, c'est le seul. Il a quelques galères sur le le green qui l'empêchent de dominer outrageusement le golf mondial. Mais depuis cette année, du tee au green, c'est le meilleur. Et sur le green, il galère un peu. Mais c'est surtout, Arnaud le disait, c'est de très loin. Et Arnaud le disait avant de préparer cette émission, avant de faire cette émission, si Cameron Smith putt bien, c'est lui qui gagne. Il n'y a pas de doute. Si Scotty Scheffler. Oui, Scotty Scheffler gagne. Ah bah ça c'est sûr. Moi, je vois pas comment il est depuis, je sais pas, 12-13 tournois. Il est dans les 3 premiers ou dans les 5 premiers au stroke gain tee to green. Enfin, c'est quand même, c'est hallucinant. Les performances de Scotty Scheffler du tee au green depuis le début de la saison, c'est proprement hallucinant. C'est du niveau de Tiger dans ses plus grandes années, quasiment. Les favoris, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, parce qu'il y a une vraie hiérarchie, ce sont toujours les mêmes. Même si Koepka n'a pas dû bosser beaucoup sur les links, quand il y a un majeur qui arrive, là-haut, ça clignote et il devient un joueur totalement différent et il sera encore là à mon avis. Donc, Scheffler, Cameron Smith, McIlroy. Le leaderboard, les 10 premiers dimanches, il n'y aura pas
rarement des erreurs. Un Ricky Fowler On a eu au qui début revient des en années forme, 2000. c'est pas mal aussi. Un Ce Ricky serait Fowler génial, franchement, ce serait génial. qui avait fini bien placé. Jordan hein. Spieth, ça serait génial. Mais aussi, même Thomas, voilà, les trois qui Non, pas étaient. même Thomas. Justin Jordan. Thomas, non, mais les trois qui étaient à Wimbledon, hyper bien sapés, qui se sont promenés après en Angleterre, qui sont allés jouer comme une bande de potes, comme tous les trois, on pourrait aller jouer. Voilà, si Arnaud nous invitait un peu plus, Fontainebleau, un peu ouais, plus souvent à Fontainebleau. Ouais, mais c'est Non, je trouve compliqué, ça apparemment. génial. De toute Voilà, façon, ces trois-là, ils sont fabuleux. Hein. ils Ils sont- font du bien au golf. Ouais, ces ils font trois-là. énormément de bien au golf, d'ailleurs comme Stéphane Curry, Ah, puis mais surtout on en Surtout, parlera on peut-être dans sent nos que c'est émissions. pas peut-être. fake entre eux, quoi. C'est Ah, pas. non, c'est Mais pas non, juste une image de com, quoi. c'est vraiment génial et ils vont tellement bien avec The Open, je trouve, avec l'histoire du golf, avec les links, avec voilà, ils vont Ça, avec c'est cette parce qu'ils- histoire. Ils étaient bien sapés à Wimbledon, c'est pour ça que. Non, tu dis mais ça, je trouve Guillaume. qu'ils vont bien quoi. Ils sont passionnés de leur sport et du golf et de ce jeu qui est complètement dingue. Et de foot. Et de foot. Ils ont sont investi investi. à Leeds. Alors Spieth et Thomas parce que Fowler s'est retiré au dernier moment. Il faut dire qu'il n'avait pas encore gagné, donc je pense que Non. financièrement, il n'avait peut-être pas la surface des deux autres. Voilà. Allez, justement, on va parler de Cameron Smith et c'est une tradition, hein, le vainqueur de l'année précédente qui ramène la coupe à la maison, hein, la coupe à Ça pourrait faire une chanson. ça. à Liverpool. Et on va regarder justement ces quelques images de Cameron Smith qui arrive avec la coupe en main, la claret jug, qui compte bien garder. On regarde. I think the history of the Open is what makes it so special. It's our oldest trophy that we're competing for. The last round last year was all a bit of a blur, to be honest. I remember feeling probably more relieved than anything else on the 18th hole once it was all done, and it's like a dream come true. I love all these little towns here on the coast. You can tell that the Open means a lot to these towns, and it definitely brings a buzz. It's a good test. It's probably a little bit tighter off the tee than St Andrews, so yeah, just have to keep it in the fairway and just really be creative. It's something that I love doing. I'm not sure about returning the claret jug. I feel like I don't want to let it go yet. It's been such a cool trophy to have. All the greats that have ever played the game are on this trophy. You know, hopefully it's a bit of added motivation to get it back in the future than just going out there and giving it my all. How are you, mate? I'm fine, thank you very much. She's beautiful, isn't she? Did you have fun with her? Yeah, it was so much fun. I mean, some of the old names are just unbelievable. Yep. And it was a real pleasure having you as our champion. I'll try and get it back, eh? Yeah, no, it'd be fantastic to have you win again. On a parlé des joueurs étrangers, maintenant on va parler de nos petits Français. Ah bah ouais, quand même. Ils sont 3 cette semaine à être à Liverpool, Romain Langas, Victor Pérez et Antoine Rosner. Et la dernière fois qu'un Français s'est imposé à Liverpool, c'était Arnaud Massy en 1907. J'ai cru que c'était moi. Il y a bien longtemps. Là, il y a très très longtemps. Et la dernière fois que le tournoi s'était déroulé à Liverpool, il y avait C'était aussi, pas un Français. Non, il y avait 3 Français. Il y avait Victor Dubuisson qui avait terminé dans le top 10. Donc on espère qu'un Français réalise aussi bien À la qu'Arnaud Dubuisson, Massy. Je crois que c'est la fois où il fait aussi top 10 à USPGA. Exactement, Et bah, en arrivant, c'est sa fameuse année magique en 2014. en où faisant il fait 9 la trous de rider. reconnaissance à chaque fois le mercredi, quoi, à la Dubuisson. Quoi. Ouais, il était arrivé assez tard le mercredi, vers 16h. D'ailleurs, le pauvre Benoît Ducolombier qui attendait depuis lundi ses accréditations pour pouvoir aller sur le parcours. Il est arrivé en tongs et bob. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Non, mais- Les top 10. Mais top 10, alors c'est moi Victor, quoi. je mettrais pas pour la gagne, mais je pense que Langasque a les moyens et le Ah bah, golf il joue bien, il joue Ah, bien. c'est une bonne et le il joue golf bien. aujourd'hui pour Mais faire les quelque trois- chose. les trois, honnêtement. Et Rosner- Ouais, Victor non, mais Pérez Rosner, est il sur s'est une approché- pente un peu plus descendante, on va dire. C'était important pour lui de mais passer le cut au ouais, Scottish, ouais, et il l'a fait. Les trois, enfin, encore une fois, c'est le mieux classé, Victor Pérez, donc c'est celui sur qui on compte le plus. Antoine Rosner, Bah, il surtout n'est pas que loin du top 100 surtout que mondial. Victor Pérez a On besoin peut aussi d'une bonne compter sur lui, performance l'engage pour joue bien. la Ryder, quoi. Parce Et que- après, encore une fois, on ne sait pas lequel des trois va bien jouer, pourquoi pas les trois. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que Victor Pérez joue un peu à reculons en ce moment, comme il y a 2 ans d'ailleurs, à quelques mois de la Ryder Cup, comme si cette idée de paralyser un peu, toucher ouais. le Graal. Après, je sais pas, je suis pas dans sa tête et je Bah, crois Romain que l'a un Romain- peu suivi je quand crois- même. je crois que Romain l'a un peu suivi et voulait le voir cette semaine en long pour discuter avec lui, mais comme si cette possibilité de toucher le Graal pour un joueur français le paralysait Ouais, mais un petit peu. on l'avait vu très bon à l'USPGA où il avait fini C'est vrai. 12e. Ouais, on a cru que. Mais là, après, il c'était joue, parti, quoi. là, il joue, L'envol, c'était ça, il joue le un papier petit peu mieux. Langasque joue aussi très très bien. Rosner également. Alors très bien pour un
un joueur français, ça reste encore loin du top mondial. Mais je trouve que Langasque est très régulier. Il a moins de trous comme il pouvait avoir avant et on peut espérer qu'il performe ce week-end à Liverpool. Ouais, Romain Langasque, c'est une bonne dynamique, hein. Arnaud, ça peut être la bonne surprise. Il est dans le top 20 européen, ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais, non, il joue bien quasiment toutes les semaines. Donc, quand vous jouez bien toutes les semaines à ce jeu, ouais, c'est que vous avez passé un sacré palier quand même. Allez, messieurs, justement, il y a 9 ans sur le parcours de Liverpool, il y avait aussi Victor Riu avec son coach Guillaume Biojo. Il s'était qualifié via l'Open de France. Quelle histoire. Il avait terminé 8e et voilà, justement, on les a rencontrés. De l'Open de France, hein, pas il avait fait 8e de l'Open de France pour se qualifier et on les a rencontrés et ils reviennent pour nous sur cette histoire. Les premiers pas à Liverpool, ça se passe comment? Vous hallucinez tous les deux? C'est assez impressionnant parce que tout le protocole déjà pour s'enregistrer, c'est assez drôle. Donc, tu vas dans une belle pièce au clubhouse, t'as que des mecs en blazer, je crois le directeur du Royal ancien ou des personnes assez âgées mais super bien sapées. T'as l'impression que c'est un peu, tu vas faire un vote en fait, tout un protocole incroyable. Et donc déjà c'est impressionnant. Ouais, je me souviens que c'était cette pièce qui surplombait le petit green, qui est magnifique, avec une très belle baie vitrée. Et ce qui est sympa après, tu dois programmer les parties de reconnaissance, donc tu vois tous les noms incroyables, donc tu te mets un peu avec qui tu veux. Bon, il n'y avait pas Tiger Woods, mais... Non, t'es dans un rêve ou comment? Non, quand même pas, mais bon, c'est un peu ce qu'on cherche en tant que joueur professionnel, c'est toujours de jouer des grands majeurs. C'est les tournois qui font le plus rêver, c'est là où il y a tous les meilleurs joueurs du monde, donc c'est pas non plus comme un rêve, mais c'est quand même... T'es heureux d'être là, ouais. Justement, cette roco, on va dire incroyable, avec un certain Phil Mickelson, racontez-nous un peu, faites-nous entrer un peu dans les coulisses, ça devait être dingue quoi. Alors c'était assez drôle parce qu'en s'enregistrant, voilà, tu programmes, tu bookes ton practice round, ta partie de reco, et je m'étais mis, je crois, avec Luke Donald et les deux frères Molinari, et on arrive au départ du 1, je crois que c'était vers 14h, et putain, personne, on se retrouve tout seul, et on se dit, ça fait un peu chier de faire d'être là et de pas profiter. Une reco sans un bon joueur. Et puis même déjà jouer seul c'est un peu contraignant et en plus tu es sûr au British de jouer avec un peu des grands joueurs. Hein. Et on arrive, t'as personne, et là il y a Patrick Reed, je sais pas si tu te rappelles, qui arrive, il ne nous calcule même pas, il passe devant nous. Et là on attend, on espère trouver un joueur parce que j'ai pas envie de faire ma reco tout seul. Et là d'un coup t'as Phil Mickelson qui arrive de nulle part, qui se présente, qui me dit « Hi Phil, désolé, il s'excuse, j'ai pas booké mon practice round, ça te dérange pas, on joue ensemble ?» Moi j'ai des étoiles dans les yeux, je suis comme un fou. Ouais. Et voilà, donc on se retrouve à jouer avec Phil Mickelson, la reco. Et entre-temps, après, il y a les deux frères Molinari qui sont arrivés. Limite, j'étais blasé, qui se mettent avec nous. J'aurais préféré faire un mano à mano, une partie de reco. Un peu de stress au départ avec... Ah mais énorme, j'ai jamais eu autant de stress en fait, c'est ça qui est drôle, ce que je disais à Bibi, j'avais plus de stress là, départ du 1 qu'à l'Open de France en dernière partie, parce que je trouvais ça tellement improbable, j'étais comme un gamin en fait, je trouvais ça drôle. Parce que c'est quand même un joueur incroyable, pour moi tu as Tiger Woods et après Mickelson. Il arrive et puis je suis sûr que les gens qui vont regarder cette petite interview le savent, c'est une arène, le départ du 1 de tous les British, et donc là on est là, puis on entend quelqu'un marcher, il arrive. Du monde déjà? Un petit peu. Ouais, après ça s'est bien rempli, oui, mais déjà les parties de reco, là forcément sûr. Mickelson, il y avait et là il arrive et ce joueur absolument incroyable et adorable parce qu'il va voir, il va voir Victor presque en s'excusant. Bonjour, je m'appelle Phil, est-ce que je peux faire la partie de reco avec toi? Et là tu te dis ah bon? Oui, si tu veux. Et il a été extrêmement sympathique et surtout ce qui était incroyable, à l'époque il était encore cadaillé par Bones et il avait ce petit carnet, il avait un petit carnet, tu te souviens de ça non? Ça, je m'en rappelle. Il avait un petit carnet mais ridiculement petit et très épais. Il regardait toutes les 5 minutes, il regardait, et donc je vais voir le cadet, en demandant au cadet, il a un petit carnet et tout, et donc Bones m'explique qu'à chaque fois qu'il fait un tournoi, principalement un tournoi majeur, quand il rentre dans l'avion, il note tout ce qui lui paraît pertinent de noter
pour avoir ça dans ses notes la prochaine fois qu'il viendra. Donc autour de chaque green, on voyait que c'était surtout sa principale raison d'être là pendant cette reco, c'était autour des greens. Et il regardait à chaque fois ses petites notes, il regardait les greens, est-ce que là c'est toujours de la même manière, est-ce que ça a évolué, et ça nous a vraiment montré à quel point ces joueurs-là ne sont pas là par hasard. Ils ont une précision dans ce qu'ils font, ils ont une implication dans ce qu'ils font qui est absolument incroyable, et ça avait été très impressionnant. Ce qui m'avait impressionné aussi, moi je voulais forcément le voir faire des lob shots, parce que c'est un peu ce qui caractérise sa force au niveau du petit jeu, et il a passé beaucoup de temps autour des greens à faire que des putts, que des longs putts autour des greens, il n'a pas fait un seul lob shot. Ah ouais, vraiment. C'est pour montrer un peu le mec est vachement dans l'efficacité, parce que c'est beaucoup de greens un peu en dôme, et il a fait que des longs putts, il m'a pas fait un seul chip lobé. Pourtant c'est le roi du... Ouais, parce que je voulais le voir un peu faire des lob shots, forcément. On apprend beaucoup à côté d'un joueur comme ça, on regarde tout ce qu'il fait, on est plus spectateur que acteur finalement ou Ouais, on regarde forcément, mais après, moi j'ai mon job à faire, il faut que je fasse la reco, en plus je connaissais pas le parcours, mais tu regardes un peu, et là il y avait beaucoup de vent, et ça m'avait impressionné comme il arrivait bien à maîtriser ses trajectoires, très basses. C'est un joueur qui maîtrise très bien la balle basse, il a beaucoup de retard, beaucoup de lag, il est très vertical. Donc sur un links, quand il faut... Beaucoup de facilité à la mettre très basse en spin, ouais. Mais après voilà, j'étais concentré sur Marocco aussi, forcément. Allez messieurs, exercice difficile, on va essayer de faire avant de se quitter, de faire des petits pronostics. C'est pas obligé. C'est impossible. C'est impossible, mais bon, c'est rigolo. Ah oui, c'est rigolo. Allez, moi je mise sur une victoire de Scotty Scheffler. Voilà. Mais non, mais je prends la prise de risque. Mais non, mais je prends aucun risque. Vous voulez que je dise quoi? Je sais pas, Tom Kim. Un amateur. Non, Tom Kim, un amateur. Ouais, Fowler, parce que j'adore ce joueur. non mais, vous voulez que je dise quoi? Un amateur, prendre un risque. Un Français. Je sais pas, les bookmakers, vous avez regardé les bookmakers anglais? Ils doivent être pas loin. Ils sont sur Scheffler, ils sont sur. Ouais, Kopka. Non, je vois. Ils prennent le classement mondial. Non, je vois bien un Américain remporter The Open. Je vois bien un Américain gagner The Open. Allez. Jon Rahm. Arnaud. Jon Rahm, en début de saison, on le voyait gros comme une maison, et puis là, il a un peu plus de mal. La malédiction de la veste verte, elle est dure à porter, trop dure à porter. Trop de poids, trop de. Mais oui. Non, c'est pas la malédiction, c'est surtout non, mais vous relâchez derrière. Vous avez quand même réussi, c'est la compétition la plus importante à gagner pour un joueur parce qu'il est sûr d'y retourner toute sa vie une fois qu'il l'a gagné. Donc forcément, vous relâchez derrière tout Jon Rahm qu'il est. Mais bon, il peut revenir. Non, mais moi, de toute façon, mon pronostic, toujours le même. Moi, c'est Jordan. C'est mon chouchou, je l'adore. En plus, je sais pas si vous avez vu encore, c'était à quel tournoi? C'était où ils l'ont su. Je crois que c'est là, au premier tour, là, au Scottish, là. Il n'y a pas un golfeur qui vive le golf comme lui. C'est extraordinaire. Il extériorise, quoi. Il extériorise. Il l'extériorise de façon différente. Mais d'ailleurs, il a fait remarquer que c'était pas du tout un doigt d'honneur qu'il avait fait Tyrrell Hatton. Parce que c'est pareil, après on prête Corich. Le pauvre, dès qu'il fait un geste de travers ou un mot de travers, tout de suite, on tombe. Non, mais sur Spieth, vous avez raison. Il est incroyable, il dégage quelque chose, charisme exceptionnel. Et puis en plus, l'interaction. Et puis en plus, il est faillible. C'est pas le Ballesteros des temps modernes, mais c'est un peu ça quand même. Enfin, quand il se retrouve dans les camions au télé, c'est pas pour rien. Voilà, il est quand même capable de lâcher des coups et puis quel petit jeu, et voilà, et quel charisme. Donc si Jordan pouvait gagner, mais quel Ricky Fowler, ça serait une belle histoire aussi. Le retour de Ricky Fowler. Ça va forcément être une belle histoire. Moi, j'aimerais bien que ce soit Ricky Fowler qui gagne. D'accord, ok. Personne McIlroy, hein. Ou Tom Kim. McIlroy, j'ai peur qu'il ait gagné trop tôt, quoi. Que le Scottish. Alors ça serait incroyable, évidemment, que McIlroy gagne. Mais 2 victoires de suite, faire Scottish-British. Je crois que ça n'a jamais existé dans l'histoire. C'est pas Mickelson? J'ai pas vu que Mickelson l'avait fait en 2013, non? J'ai pas vu ça? Possible. Même vrai. Non, c'est ça. C'est pour ça que t'es le patron. Voilà, quelle culture, c'est hallucinant. Non, mais je voulais le vérifier, je l'ai pas fait. En tout cas, c'est très rare. Et justement, messieurs, avant de se quitter, c'est tout chaud et on remercie d'ailleurs Mercedes. Une interview exclusive de Jon Rahm qui nous parle justement depuis Liverpool, comment il va aborder ce British Open. Messieurs, merci beaucoup. Merci. Bon Open et à bientôt. Merci beaucoup. Salut à tous. I played today 18, and I played a Brabazon Trophy here, and I can't remember the year. I mean, it was a good 11, 12, 13 years ago. It's funny because a lot of the names in that tournament on the leaderboard are names that you see nowadays.
And I liked it. I liked it from the beginning. It was one of my first experiences of links golf. It's a little bit different to what we play in the open rotation. I think it's those fairway bunkers, a lot more pinhole. A lot of those greenside bunkers, a lot more pinhole. So you have to obviously hit it really well, tee to green. It's a bit of added pressure. It's a lot of holes. We're on 14 right now. This 14th hole is a very difficult second shot. 12, very difficult tee shot on second shot. So at first glance, surprised of how low they've shot here in the past, but really happy because I like the golf course. It's England. It's right next to the channel too, so I don't really look at what the forecast says because it changes so fast, right? I'm hoping, you know, we still see certain weather conditions because it's the Open, so there's always going to be wind. Hopefully rain is fair, right? But like always, there's always going to be a wave that's benefited more than the other. So it doesn't look like it's going to play extremely fast or extremely firm just because the rain and a little bit of the moisture should stay around. But you never know. That's the thing. You never know how it's going to be. But I think it's going to play somewhat similar to what it did in 14. Anytime you can do something for the first time since Seve did it, it's obviously a very big deal. It's crazy that Sergio and Ollie and many other great players that had a chance didn't get to do it for Spain, but it's not easy, right? It's not easy. So it would be a true honor to be able to join Seve's name on that list of Open champions. And even aside from that, just being able to call yourself an Open champion is so unique, so special. It's, to me, the most prestigious tournament we have in golf, and there's nothing like it.